Mais néanmoins, je vais quand même commencer. Je vous salue tous. Bonjour, mon nom est Anne Levesque, je suis donc la chef du bureau de l'UNESCO au Cambodge et je vais donc faire ma présentation en français, même si le PowerPoint est en anglais. Donc, j'aurai le plaisir, en fait, aujourd'hui, de vous présenter la batterie d'indicateurs pour la culture et le développement, qui a été développé par l'UNESCO et qui est un projet pionnier de recherche appliquée, visant à identifier une série d'indicateurs mettant en évidence la relation culture et développement. Comment la culture contribue au développement au niveau national, comment la culture favorise la croissance économique et aide les individus et les communautés à élargir leur choix de vie, et comment la culture aide à s'adapter au changement. Donc ce projet a été financé pour information par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Il a une durée de 3 ans, il a été commencé en 2010 et s'achèvera à la fin de cette année en 2013. Donc pourquoi ces indicateurs grâce à une méthodologie innovante, cette batterie d'indicateurs, comme vous voyez, permet de générer de nouvelles données et des connaissances, éclairant les interdépendances ainsi multidimensionnelles entre culture et développement. Deuxièmement, c'est un outil de plaidoyer qui aide aussi à l'élaboration de politiques culturelles et de stratégies de développement. Troisièmement, c'est un outil à forte valeur ajoutée, j'insiste là-dessus, car c'est vraiment le premier effort international visant à évaluer le rôle de la culture dans les processus de développement d'une manière un peu systématique et qui traduit donc tous les discours académiques et politiques en preuves quantitatives. Et enfin, cette batterie d'indicateurs contribue aussi à la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, la Convention de 2005, qui est très connue. Comme l'a rappelé le professeur Crosby ce matin, cette convention à l'article 13 spécifie qu'encourage l'intégration de la culture dans les stratégies de développement d'une manière tout à fait officielle. Donc comment s'est élaborée cette batterie d'indicateurs culture pour le développement? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'ensemble de ce processus, mais on va dire que globalement, un manuel pour la construction des indicateurs et puis également des outils méthodologiques ont été développés par un processus participatif avec des experts nationaux, internationaux et également 13 équipes pays qui ont participé à cet exercice de 2010 à 2013. D'ailleurs, je tiens à saluer Madame Maria Belén Monteiro, qui est donc la directrice du patrimoine en Équateur et qui a activement participé à ce processus. Ce processus participatif donc, a contribué à la création d'une méthodologie innovante et flexible, conçue pour s'adapter aux besoins nationaux, mais aussi sur la base des données disponibles des pays à faible et moyen revenu. Et enfin, la mise en œuvre au niveau national a contribué à renforcer les capacités des pays, notamment pendant la collecte de données, leur analyse, leur utilisation pour la formulation de politiques culturelles. Alors voilà, vous êtes en face de la batterie d'indicateurs et vous voyez que nous avons 7 dimensions. Je vais vous les énumérer. L'économie. Et vous voyez bien, comme disait le professeur Crosby ce matin, on dépasse le cadre strict de l'économie en matière de culture. On fait le lien entre culture et éducation, la gouvernance et l'aspect institutionnel, la participation sociale, l'égalité des genres, la communication et le patrimoine. Et dans chacune de ces dimensions, on a développé au total 22 indicateurs. Donc ces 22 indicateurs éclairent les liens, si vous voulez, entre ces 7 dimensions et la culture. Ça permet également des lectures transversales de tous les processus qui créent la valeur culturelle, donc la valeur économique de la culture,
évidemment l'aspect matériel et aussi non matériel, le bien-être, la valeur sociale, c'est-à-dire les avantages de la cohésion sociale, de la stabilité sociale, et la valeur culturelle intrinsèque, je dirais les avantages intrinsèques des arts, de la pratique culturelle qui contribuent, comme vous le savez, à l'épanouissement individuel et collectif. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chacun de ces indicateurs. Je vais vous donner des exemples qui, je l'espère, illustrent cette démonstration. Donc, parmi les résultats concrets que nous avons pu mesurer jusqu'à présent, on a réussi à démontrer avec des faits et puis avec des chiffres aussi le rôle inclusif de la culture comme un moteur, mais également comme un facilitateur du développement. Grâce à ces indicateurs, nous avons également réussi à démontrer et à mettre en valeur les biens et les ressources culturelles qui existaient, et puis une proposition pour pouvoir les maintenir et les soutenir dans le temps. Donc tout ceci nous a permis de mettre en évidence les défis et les opportunités au niveau de chaque pays qui a participé à cette étude, et de mieux informer les politiques culturelles et leur mise en œuvre. Je vais vous donner un petit exemple. On va commencer par exemple par l'Équateur. Ça, c'est la dimension économique, la première dimension. Bon, attendez, au niveau des résultats nationaux, je voudrais quand même préciser que donc, 13 pays ont participé à cette étude. Et parmi ces 13 pays, je vais les citer parce qu'il y a peut-être des ressortissants dans la salle. La Bosnie-Herzégovine, la Colombie, le Costa Rica, le Ghana, l'Uruguay, le Vietnam, le Burkina Faso, l'Équateur, l'Égypte, la Namibie et le Cambodge. En fait, la raison pour laquelle je suis là ce matin, c'est parce que nous venons de terminer il y a 15 jours, en fait, notre étude sur la batterie d'indicateurs culturels. Donc, vous avez le cas ici de l'Équateur, dans lequel nous pouvons observer un pourcentage du PIB de 4,76% produit par le secteur culturel. C'est un PIB qui est absolument énorme. Je vais vous donner des comparaisons très triviales, mais le secteur de la viande et autres produits associés est équivalent à ce pourcentage. D'autres produits agricoles également sont équivalents à ce pourcentage. Donc c'est un produit énorme. Nous sommes bien conscients qu'en fait ce n'est qu'une partie, que la pointe de l'iceberg, parce qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas été comptabilisées. D'abord le secteur informel, mais également tous les services induits, c'est-à-dire économiques, c'est-à-dire les recettes faites par lorsque les participants vont à un hôtel, dans un restaurant, et tous les services liés à une activité culturelle et à un site historique. Donc, vous voyez, en fait, ce chiffre ne reflète encore pas tout à fait la réalité, mais c'est le chiffre officiel. Nous avons fait ici une petite comparaison en fait dans la dimension économique. Vous avez donc dans la colonne de gauche, dans les deux pays, Équateur et Namibie, vous avez le pourcentage du secteur culturel dans le PIB. Vous avez à côté les emplois culturels qui sont créés. En Équateur, c'est assez important, c'est 2,2%. Et puis vous avez à côté les dépenses des ménages dans le secteur culturel. Donc vous avez la même chose en Namibie. Donc on voit qu'au niveau de l'Équateur, en fait, il y a une potentialité peut-être d'augmenter l'emploi au niveau de la culture. Et en Namibie, pour aller rapidement, le calcul du pourcentage du PIB n'est pas officiel. Donc c'est quelque chose qui reste à faire. À chaque fois que vous avez quelque chose, une colonne grise comme ça veut dire que nous n'avons pas les données. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte dépense en fait des ménages dans les secteurs de la culture, alors qu'il y a un emploi, les emplois de la culture sont extrêmement faibles. Alors on dit qu'il y a quand même un petit paradoxe. Alors ce dont nous nous sommes aperçus, c'est qu'en fait la plupart des biens culturels sont importés, et donc il y a un gros potentiel, c'est-à-dire que le potentiel du secteur culturel n'a pas été développé en Namibie. Là, je vais dans la dimension éducative, nous allons comparer l'Équateur et le Cambodge, et en fait nous nous sommes aperçus de quelque chose, c'est qu'en termes de formation technique et professionnelle, mais également universitaire, donc technique et professionnelle c'est la partie rose au-dessus, et universitaire c'est la partie orange.
nous arrivions à peu près au même résultat, c'est-à-dire l'existence de ces formations dans différents domaines, que ce soit le patrimoine, que ce soit les arts visuels, que ce soit la musique et les arts de la scène, que ce soit le design. Et nous sommes aperçus qu'il y avait des petites lacunes dans les deux pays, mais ce qui nous a intéressés, c'est que dans les deux cas, et c'est le cas en fait d'énormément de pays, il n'y a pas de formation en gestion culturelle. Et ça, cela nous semble une lacune, puisque c'est quand même grâce à la gestion culturelle qu'on arrive à rendre économiquement viable le secteur culturel. Donc c'est quelque chose sur lequel nous voulions attirer votre attention. La grosse différence, je dirais, entre l'Équateur et le Cambodge, l'Équateur a misé depuis longtemps sur la formation dans le secteur culturel et nous voyons le résultat sur le PIB. En revanche, au Cambodge, étant donné que ces formations sont extrêmement récentes en raison de la guerre, oui, je vais accélérer. De ce fait, ce résultat sur le PIB ne s'est pas encore produit, mais c'est quelque chose qui portera ses fruits dans le futur. En tout cas, je l'espère bien. Je vais aller très très vite sur la dimension communication. La dimension communication nous éclaire sur les contenus de la diversité de contenus des médias. Et vous avez à gauche le Cambodge avec la production domestique des contenus télévisuels, donc c'est à la télévision, et la production étrangère qui est donc montrée sur les écrans. Donc à gauche, on voit une production domestique qui est assez honorable, 31%, et le reste sont des produits importés. De l'autre côté, on voit en Uruguay, en fait, la production étrangère est quand même là pour le coup très importante, avec une petite production domestique et une coproduction qui nous laisse à penser que dans le futur, c'est peut-être le secteur qui pourrait se développer. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'en présentant en fait ces indicateurs descriptifs, on veut bien mettre en avant qu'il n'y a pas de résultat idéal. C'est-à-dire que si on avait eu 100% de production domestique, c'était pas bien non plus. Ça montrait quand même un manque d'ouverture d'esprit, de contenu culturel différent. Si on avait que de la production étrangère, ça montre quand même un manque de vitalité du secteur audiovisuel. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de comparaison qui sont faites, c'est juste des outils d'analyse et il faut les prendre comme cela. Je vais donc aller très vite et je vais aller à ma conclusion. Il me manque une slide, excusez-moi. Mais dans cette slide, je tenais à vous dire que nous avons regroupé l'ensemble, d'accord, je comprends que c'est très important, l'ensemble des profils dans ce qu'on appelle un ADN culturel. Et cet ADN culturel, nous avons souhaité l'appeler comme ça parce que cela met en avant la relation complexe entre culture et développement, mais c'est surtout parce que cet ADN culturel est spécifique, unique à chaque pays. Donc c'est quelque chose que nous avons réussi à identifier pour les 13 pays qui se sont prêtés au jeu, au travail de s'impliquer dans l'élaboration de ces indicateurs culturels. Donc au niveau national, nous avons eu déjà énormément de résultats, puisque au Cambodge, c'est sur la base de ces indicateurs culturels que nous allons formuler la première politique culturelle du pays, de son histoire. En Namibie, à peine cette étude était faite sur les indicateurs culturels que le pays a décidé d'intégrer la culture dans son UNDA, c'est-à-dire le plan des Nations Unies pour l'aide au développement pour les 4 prochaines années. Et au niveau de l'Équateur, en fait, tous ces indicateurs sont désormais intégrés dans le plan national de développement. Donc vous voyez, ce sont quand même des résultats importants au niveau national avec un gros impact. Au niveau international, je tiens à souligner que ceci aidera l'UNESCO et vous tous à constituer la première base de données qui associe culture et développement d'une manière systématique.
C'est également un outil qui facilite la comparaison, hein. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de compétition, ce nom est banni, mais qui nous permet l'analyse en fait au niveau international. Enfin, ça nous permet d'avoir des chiffres qui nous aident dans notre plaidoyer pour inclure la culture dans le développement dans l'agenda post-2015. Et enfin, c'est l'inclusion d'indicateurs culturels et des instruments de mesure pour le développement. Donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Je tiens à vous dire que nous venons de terminer cet exercice au Cambodge, que cela a eu un impact énorme, parce que pour la première fois, nous faisions un état des lieux de cette relation entre culture et développement. Pour la première fois, nous avons réalisé qu'il manquait énormément de statistiques, que le ministère de la Culture n'avait jamais été voir l'Institut national de statistique, par exemple. Et puis, nous nous sommes engagés tous les ans à faire un bilan et une revue de ces indicateurs culture et développement pour voir où nous en sommes en termes d'avancement. Et puis, nous allons rédiger la politique culturelle sur cette base. Donc, j'encourage tous les pays qui le peuvent à pouvoir établir cette batterie d'indicateurs culture et développement. Et à cet égard, je vous encourage à lire la méthodologie, l'ensemble de la construction des indicateurs qui est sur le site web de l'UNESCO, unesco.org, culture, CIDIAS, et à contacter mes collègues au siège, Mme Daniel Cliff qui est là dans la salle pour les questions éventuelles et moi-même sur l'expérience au Cambodge. Je vous remercie de votre attention.